Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui ma rencontre avec Hugo Desnoyers, le boucher star parisien, élu meilleur boucher du monde par le Washington Post et adulé également au Japon. C'est quand même la classe. Serial entrepreneur, à la tête de plusieurs boucheries et de restaurants, il est aussi l'auteur de 5 livres. Mais notre rencontre, je retiens que c'est surtout un passionné et une personne super généreuse qui a accepté notre entrevue sans se préoccuper si j'avais une carte de journaliste ou combien d'abonnés j'avais sur Insta, et d'ailleurs heureusement. Parce qu'avant tout, je pense que sa préoccupation, c'est de valoriser son métier, sa filière, et même plus largement en fait tous les métiers qui ne nécessitent pas de grandes études, mais finalement plutôt la passion et l'envie de bosser dur pour réussir. Hugo, merci 1000 fois de m'avoir dit oui si vite et de nous avoir ouvert si gentiment les coulisses de ton métier. Allez, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous inviter à découvrir un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le compte Instagram. Allez, c'est parti! Bonjour Hugo. Bonjour Julie. En te contactant, je crois que j'avais pas réalisé à quel point t'étais un peu la star de la boucherie. En fait, je m'en suis rendu compte. Bon, j'ai lu des articles évidemment après pour préparer, mais surtout, il faut que je te raconte que j'ai dîné avec ma cousine qui est chef dans son resto. Ouais. Et quand je lui ai dit mais tranquille parce que je me rendais pas compte, ouais, je suis hyper contente. Et elle me dit mais c'est qui? Et je fais il s'appelle Hugo Desnoyers. Ça m'a fait rire parce que j'ai vraiment vu sa tête. Elle m'a dit bon ah non mais sérieux. Tu vas rencontrer Hugo, voilà. Donc, c'est gentil. Bref, je m'en suis pas rendu compte, ça m'a foutu un petit coup de stress et après j'ai repris mes esprits puis je suis allée voir... J'ai 2 bras, 2 jambes, comme tout le monde. Ouais, mais bon, disons que c'était un peu... ça faisait plaisir et j'étais super contente qu'on puisse se rencontrer aussi facilement. Et du coup, j'ai regardé ton compte, pas mal ton compte Instagram. Et ce qu'il en est ressorti pour moi, c'est que tu mettais vachement au centre la boucherie, au centre d'une filière. C'est-à-dire que vous n'êtes rien. Avant, il y a les éleveurs, il y a les bêtes. Et après, il y a le consommateur en passant par les restaurateurs. Bien sûr. Donc, dans ton compte Insta, qui est super sympa, mais tu as toutes les adresses de pâtisserie, de Gilles Marchal, que j'ai rencontré ce matin, du coup. J'aime bien les gens qui font aussi bien leur métier, bien sûr. Ouais, voilà, des idées de recettes. Enfin, voilà. Au cœur, c'est la cuisine, les équipes aussi, vachement. Toutes tes équipes. Dans le compte ? Ouais, je trouve, on peut... on a plein de trucs de prévus, mais à chaque fois, c'est jamais trop évident de prendre du temps, parce qu'on est nombreux, on est 27 sur les 2 boutiques, donc on essaie de mettre un petit peu en avant, mais bon, voilà. Ça ressort pas mal quand même, honnêtement, ça ressort pas mal. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin d'avoir regardé ton compte, on a super faim. Ça donne envie alors. C'est indéniable. Merci. Donc ne pas regarder ça à minuit, 1h du mat, parce que sinon on se relève et on ouvre le frigo et on mange tout ce qu'on trouve, quoi. Hugo, merci 1000 fois d'avoir accepté. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir cette interview. Donc avant que tu m'expliques ton métier, je t'avais posé une question, c'est toujours une question un peu perso pour démarrer. Tu m'as dit que tu allais faire la réponse en live. C'était un bouquin, un film, une expo, un lieu, une adresse, un resto, peu importe. Il y en a plein, ouais. Au restaurant, moi j'adore Pierre Gagnère, bien sûr. Un film, j'ai été marqué par Subway quand j'étais gamin. Un bouquin, j'adore les bouquins d'espionnage. Genre, lesquels? Le dernier, je sais plus comment il s'appelle, c'était Pilgrim. Pilgrim, ouais. Je suis Pilgrim. Ok. J'ai adoré. Je crois que c'est un best-seller d'ailleurs. Une expo, c'est pas trop mon truc. T'es pas obligé de faire un exemple sur chacun, mais en tout cas... j'en ai une qui m'avait énormément marqué il y a très longtemps également. C'était à Amsterdam avec 2 grands peintres, Van Gogh et je sais plus qui. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand tu rentres dans un musée comme ça, tu vois de très grands noms. Je crois que c'était Gauguin et Van Gogh. Ouais, c'est possible. Ouais. Et c'était vraiment là, j'ai pris une claque, ouais. C'est vrai que c'est magique. Après, voilà. T'as l'occasion, t'as le temps d'aller faire des musées et tout ça? Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ah ouais, au-delà du truc, c'est aussi du temps, quoi, non?
Ouais, c'est du temps, mais ma femme, c'est son métier également avant. Elle a accès à tous les musées, tout ça, parce que c'est son ancien job, on va dire. D'accord. Et elle me propose plein de trucs et à chaque fois c'est non parce que j'ai l'impression d'entendre ma mère qui essaye pas... de sortir mon père et mon père aussi. Ouais, non, c'est pas mon truc. D'accord, ok. Mais du coup, attends, alors petite parenthèse, ta femme, elle travaille avec moi aujourd'hui. Elle s'occupe de tout l'administratif au bureau. Ok, ça marche. Mais donc elle avait un autre métier avant. Ouais. Elle était guide. Ah, ça j'aime bien, moi, les changements de parcours comme ça. Ouais. Bon, ok. Ouais, pas eu le choix non plus, il a bien fallu s'y mettre. Ouais. Bon, mais à l'occasion, j'interrogerai ta femme aussi. Ouais. Bon, ça c'était la première question. La deuxième question, c'était si tu avais une anecdote par rapport à ton métier, un truc insolite, drôle, émouvant. Un truc qui ça va pas être drôle émouvant, mais ça a été quelque chose qui m'a marqué énormément dans ma vie. C'est justement encore Pierre Gagnère. Moi j'ai ouvert en 98, le 1er avril. C'était voulu, la date. La blague. Ouais, c'est vraiment voulu. J'ai voulu ouvrir le 1er avril 98. Déjà c'est ma fête et puis c'était surtout le 1er avril. Et puis je sais pas, au bout de quelques mois à peine, c'était la deuxième crise de la vache folle. Donc je me retrouve le frigo plein de viande et je vends pas un gramme de bœuf. Mais vraiment. Donc tu paniques parce que tu es jeune installé, j'avais 27 ans. Et Pierre Gagnère m'appelle le lendemain que ça avait explosé dans les médias, ou 2 jours après. Il me dit alors, monsieur Desnoyers, comment ça va? Je lui dis catastrophe. Il me dit ouais, j'en ai bien conscience. Il me dit demain, qu'est-ce que vous pourriez me faire comme pièce sympa de bœuf et je vous mettrai votre nom et tout à la carte. Oh génial. Mais vous voyez, j'en parle, regardez. Je vois ça ça m'émeut encore. Ouais. Ça fait 22 ans. Ouais. Alors, tu le connaissais avant? Alors j'ai eu la chance, quand il est revenu de Saint-Étienne, après ses déboires, j'ai eu la chance où je travaillais à la maison André, chez Michel André à Boulogne. J'ai eu la chance de l'accueillir pour lui faire la visite des frigos de la maison. D'accord. À l'époque où je travaillais encore avant d'être installé. Et il s'est rappelé de moi et quand je me suis installé, il s'est rapproché de moi et c'est vrai que j'avais déjà de la très bonne viande. Ouais, voilà. Ok. Mais ça, c'est une vraie anecdote qui est solide et qui tient toute une vie dans votre tête, quoi. Ouais, et puis de se dire que dans les moments durs, il y a quelqu'un là qui vient et qui vous pêche, quoi. Surtout un mec comme lui, c'est impressionnant, Ouais, on a toujours des super relations. Maintenant, on se tutoie, c'est mieux. J'ai mis du temps, mais c'est un super mec. J'imagine que le petit passage du moment au tutoiement de Pierre Gagnère, Pierre Gagnère, exceptionnel, vraiment. Ouais. Incroyable. Quelle chance. Donc c'est vrai qu'on a une chance, c'est une vraie chance très privilégiée d'avoir des relations comme ça avec des gens comme ça, c'est sûr. Ouais. Puis qui ont un vrai amour du métier que vous faites, quoi. Et donc forcément vachement de respect. Mais aussi vachement de respect sur ce que tu fais, toi, au quotidien, quoi. Donc ça fait du bien de temps en temps, quoi. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, on peut pas, sans les uns les autres, on n'est rien du tout. Hein. Tu peux avoir le meilleur produit en main d'un poisson, d'une viande ou d'un légume. Si tu sais pas, tu connais pas bien ton métier, tu vas pas en sortir quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est que t'es vraiment t'es un maillon de la chaîne, quoi. Ouais, exact. Donc, ok. Alors, avant de parler de ton métier aussi, moi j'aimerais bien que tu me parles de ton parcours. Alors, même s'il a été depuis très longtemps dans la boucherie, puisque ça finalement. Fait 33 ans. Ouais, et puis c'est vers 13 ans que 15 ans et demi. Okay. Je suis sorti du collège, PC en poche, je suis allé au lycée. Au bout de 2 mois, j'ai bien vu que c'était pas pour moi, parce qu'il fallait travailler autant de temps à la maison quand je rentrais qu'il fallait que je passe de temps à l'école, donc c'était pas possible. Trop, c'est trop. Après, je signais des mots d'excuses à la place de mon père. Mon père convoqué par le censeur. Costume 3 pièces, les lunettes, les petites lunettes et puis la barbe qui calait bien pour le censeur, croyant que j'allais me faire un petit peu remonter les bretelles par mon père. Mon père a écouté gentiment le censeur, il m'a regardé avec un petit sourire, il me fait « Bon Hugo, t'as plus envie d'aller à l'école ?» « Non papa, monsieur, bonne journée. » Ah top. On a pris par la main, on est parti. Attends, je peux te demander ce que faisait ton papa, tu vois, Mon père était cadre supérieur à la sécurité sociale à l'époque de la Mayenne. Ça veut dire que ton père, qui est donc du coup dans le summum du boulot sécuritaire au maximum, quoi, quand même. Tu vois, de se dire cadre dans une entreprise, il t'a dit ok. Non, il a bien compris que. Vas-y, quoi. Ouais, non, il a bien compris que c'était pas bon. Mais après, on est sorti du lycée. Et sur le chemin de retour, il me dit qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Je sais pas, papa. Ouais. 15 ans et demi en plus. C'est tôt, hein. Puis un garçon, c'est pas 15 ans et demi une fille, on est un peu moins mûr, quoi, on est un peu léger, quoi. Je confirme. Et puis voilà, il avait des relations, des copains, des machins, donc il m'a envoyé. J'ai un de ses potes garagistes qui a bien voulu me prendre, j'ai dû faire 2 heures. Ah oui, j'ai vu, mécanicien. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ça me plaisait pas. Ouais.
Je suis tombé dans un restaurant, ça s'est mal passé parce qu'il y avait une patronne qui n'était pas très, très cool, donc pareil. Alors que j'aurais vraiment aimé être un cuisinier en tout cas. Cuisinier, ouais. J'ai fait 2-3 bricoles comme ça, puis un jour il me dit tiens, mon boucher veut bien te prendre 8 jours. Et au bout de 10 minutes, en toute honnêteté, ça fait 33 ans. Ouais, j'ai lu un truc où tu disais que le premier contact, ça a été une révélation avec la viande, quoi, le toucher avec la viande. Le toucher de la matière noble, ouais. Mais D'accord. vraiment. Ok. Et il avait un copain menuisier, heureusement qu'il m'a pas fait la menuiserie avant, enfin heureusement j'en sais rien, mais je serais peut-être menuisier, ouais. Peut-être que ça t'aurait pu aussi. Hein. Ah bah le bois, oui. Ouais, toute matière noble, ouais. Ouais. Le toucher, ouais. Et puis le travail avec la notion de toucher, quoi. Bien sûr. Et donc du coup tu pars, donc là du coup tu dis bah ça me plaît, je vais faire des études. Ah mais je sais même pas que j'ai dit que ça me plaît, c'est que... C'est une évidence, quoi. C'était évident, ouais. Pas d'autre choix. Ouais. Ok, donc là tu vas faire des études en conséquence, parce que je crois que c'est un CAP, hein, c'est ça CAP, apprentissage. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu apprends dans un CAP? L'apprentissage, en tout cas, par le biais du CAP, c'est alternance école et entreprise. On passe plus de temps dans l'entreprise et je suis plus de mémoire, ça doit être une semaine par mois à l'école. Enfin, en toute honnêteté, je me rappelle pas très bien. Bon, après l'école, passer le CAP pour moi, c'était quand même assez facile. Et par contre, en entreprise, moi, je bosse. Enfin, comme j'aimais ça, j'arrivais comme les autres employés. Je faisais. Enfin, je bossais dur parce que je voulais. Apprendre, grandir, et voilà. Et dans les études, attends, juste, on apprend, parce que j'imagine qu'il faut qu'on apprendre, quand tu es embouché, c'est pas que la pratique, tu vois, c'est pas que la découpe, il y a l'anatomie, il y a le théorique, des trucs comme ça, non? Pas tellement? Mais si, bien sûr que si, on a des cours, mais l'avantage, c'est qu'en entreprise, on l'apprend avec nos chefs et nos patrons, bien sûr. Ouais. Après, à l'école, c'est juste, pour moi, c'est des formalités. Les premières heures de mathématiques en CAP, ça a quand même été l'étape de multiplication. Ouais, c'est ça, tu repartais à la base, quoi. Non, moi, je les maîtrisais, mais c'est là que tu te rends compte autour de toi que tu as des gens qui ne maîtrisent pas. Donc tu comprends mieux pourquoi il y a une remise à niveau, on va dire. Je suis pas en train de cracher ou de taper dessus, je suis en train d'expliquer que je l'ai connu à l'armée après, c'était pire. Hein. Tu prends des claques. Le recul, non, c'est très bien. C'est très bien. Et puis l'apprentissage, c'est une voie royale pour la vie. Hein. Moi, ça m'a appris à... Je me suis affirmé même en tant qu'homme grâce à mon métier et ça a démarré de façon, je vais pas dire très dure, mais le fait que ce soit pas évident tous les jours pour des jeunes garçons de mon âge, ça nous forme personnellement, quoi. Ouais, c'est clair, t'apprends qu'il faut... c'est bien. T'as fait et que t'as pas tout de suite. Et que... écoutez les enfants, s'il vous plaît. Enfin, je parle au mien, là. Ouais, ok. Et donc après, tu démarres dans d'autres maisons, quoi. Après, c'est mes patrons qui m'avaient fait signer un contrat d'apprentissage de 2 ans, mais pas fin août, comme beaucoup de patrons d'apprentis font. Il m'avait fait signer un contrat fin juin pour que justement, juste à la fin de mon contrat de 2 ans, il m'envoie en saison. D'accord. J'étais parti à Pirec-sur-Mer, où mon patron d'apprentissage avait fait également, après son apprentissage, une saison d'été. Mais pourquoi ça veut dire quoi, saison d'été? Les saisons, c'est les métiers saisonniers de boucherie à la mer, quoi. D'accord, comme serveur, comme cuisinier. Dans des endroits où il y a plus de touristes. Donc Piriac, c'est à côté de la Baule, la Turballe, donc il y avait plein de monde l'été, mais moi je me suis éclaté parce que l'avantage qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de monde, donc on apprend un peu, la vitesse au service, par exemple. Non, ça c'était bien. Okay. Puis après, pareil. Et donc du coup, effectivement, là, t'apprends pendant combien d'années avant de monter Donc tu disais que tu avais monté ta boucherie en 98, et du coup, ça veut dire combien d'années J'ai commencé à 15 ans et demi et je me suis installé à 27 ans. Quand même un long apprentissage avant de te dire que tu bascules. Non, pas trop long, non, finalement pas trop long, mais après on a des capacités comme elles sont et j'ai de la chance de vite... À 23 ans, j'étais chef dans une boucherie déjà, moi. Donc ça, c'est super jeune. Ça allait vite, quoi. Moi, je me rends pas bien compte parce que je connais moins bien ce métier, mais si c'est jeune, quoi. Surtout que c'est des relations humaines assez costauds, assez fortes. Faut avoir du caractère dans ce milieu-là. Pourquoi ? La boucherie, c'est un milieu d'hommes un peu... C'est viril, c'est costaud, c'est vraiment... c'est des heures, c'est... Ce qui fait que les tensions peuvent vite monter, il faut savoir gérer les gens... tiens, ça d'ailleurs j'avais une question là-dessus. C'est vrai que tu vois rarement beaucoup de femmes dans le métier de boucherie. On voit peu de femmes, tu vois, dans le métier. J'en ai eu quelques-unes moi dans mon parcours et j'en ai aussi formé quelques-unes. Et ça se féminise un peu ou pas pas trop, lentement, quoi. Pas trop, ouais. Mais la dernière en question, c'est Natacha Bieber. Elle s'est installée à Strasbourg. C'est une nana super et qui a fait des très hautes études, qui parle 5 ou 7 langues, un niveau intellectuel dingue, et puis elle a craqué sur aussi la matière noble qu'est la boucherie. Et donc elle s'est reconvertie, après elle a basculé... Ouais, elle s'est reconvertie, et aujourd'hui
Ben là, elle s'est installée à Strasbourg et ça marche bien. Non, j'irai voir, je la connais pas, mais ok. Ouais, Natacha, elle est bien. Ouais. Alors, si on rentre vraiment dans le concret de ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les étapes entre la vache dans le pré ou l'animal dans le pré et l'étal, quoi? C'est long, mais moi, de par mon parcours, ce que j'en ai appris, c'est qu'il fallait absolument déjà y avoir une très bonne race d'origine, donc un taureau qui va bien, avec des mères, des vaches qui vont bien également. Moi, je suis plutôt... Alors, chaque boucher a une main, ce qu'on appelle avoir une main. Moi, j'ai une main, c'est les limousines, 2 Charentes-Limousines. Une fois qu'on a ça, il faut absolument que les prés soient avec des herbes qui vont bien. Donc, moi, j'ai fait... À mes frais, bien sûr, j'ai fait venir et employer un nutritionniste assez connu dans le milieu, et puis très âgé avec beaucoup d'expérience, qui m'a remis des vieilles herbes dans les prés de chez mes éleveurs. Après, quand moi je visitais les fermes, on voit tout de suite si justement les gens, les éleveurs eux-mêmes aiment leurs bêtes. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça se voit... tout de suite, quoi. Au bout d'un quart d'heure, ça se voit. Attends, et ça veut dire que tu sélectionnes les éleveurs. Est-ce que tu les renouvelles ou est-ce que ça fait 20 ans que tu bosses avec les mêmes? Non, j'ai grandi. Alors, je me suis installé à 27 ans. J'ai dû mettre 10 ans à battre la campagne pour croiser du monde, commencer à mettre des choses en place avec certaines personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vis sur mes acquis, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de fils des éleveurs avec qui j'ai commencé, qui ont repris les exploitations et avec qui je continue de bosser. Et tu continues. Et ça veut dire que là, si tu parles de nutritionniste, ça veut dire que tu es aussi au quotidien avec eux, quoi. Enfin, ça veut dire que tu fais le travail avec eux. Non, mais quand je dis quotidien, c'est que, en tout cas, ils acceptent que vous bossiez ensemble pour la préparation de la bête, quoi. Bien sûr, vu le prix que moi je les paye, ils acceptent tout ce que je leur ramène, mais c'est sûr. Ok. Bien sûr, le prix de la viande en ce moment, je sais pas, ça va être 4 € sur le marché national. Moi, je les paye 8,60 carcasse, donc plus du double, quoi. Et il y a, bien sûr, il y a une raison, c'est que il n'y a pas d'ensilage, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas... C'est quoi l'ensilage? L'ensilage, c'est le maïs qui est ramassé, mis sous des grandes bâches noires pour qu'il fermente, et ça fait pisser la flotte aux bêtes, quoi. Enfin, tout ça, moi, j'aime pas ça. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. L'eau, notamment, c'est hyper important. Donc, mes éleveurs qui ont des sources naturelles, je les fais... Ça, j'avais vu dans une vidéo, effectivement. L'eau de source aussi, qui était important. On les fait contrôler 3 fois par an. Et quand ils n'avaient pas l'eau de source naturelle, l'eau qui vient de la ville, automatiquement, elle est chargée en javel, entre autres. Donc moi, j'ai payé des machines à purifier la flotte. Et j'ai lu un article où on parlait d'un sourceur, que tu travaillais avec un sourceur. Jean-Marie Chassin, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Je trouvais ça le sourceur. C'est comme le type qui cherche la source d'eau. Exactement. Bon, et alors, et du coup... C'est lui qui m'a appris les bêtes vivantes. Et alors, mais comment tu le connais? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son métier? Je l'ai connu, j'avais 18 ans et demi, 19 ans à Paris. Il travaillait chez un des patrons bouchers où j'ai travaillé. Je l'ai croisé à ce moment-là dans ma vie. Le temps a passé, puis une fois que je me suis installé, c'est lui qui s'est rapproché de moi. Et puis... l'histoire d'amour continue encore, quoi. Ouais, mais alors du coup, il fait quoi pour toi concrètement? Juste que je comprenne. Lui, il m'a apporté justement les éleveurs que moi, parce que je battais beaucoup la campagne, donc parce que je roulais beaucoup aussi à l'époque, voilà. Et quand j'étais pas sûr de moi, je le faisais venir, et c'est là qu'il lui m'a appris les bêtes vivantes et voir comment il y avait des détails, quoi, dans les fermes, parce que on a l'impression qu'il est né dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, alors une fois que tu as les éleveurs, après tu sélectionnes aussi les bêtes chez les éleveurs. C'est toi qui vas dire, ou le sourceur, ou peu importe, enfin, c'est toi qui dis, ok, c'est maintenant et c'est cette bête-là. Après, moi j'aime bien les bêtes qu'on fait 2-3 veaux. Une vache, pour moi, il faut que ça fasse 2-3 veaux. Pourquoi? Parce que j'aime pas les génisses qui n'ont jamais fait de veau, parce qu'une bête qui a fait un veau, elle a... Comment dire, la carcasse, tout ce qui est le train arrière, les reins, comme une femme, on va dire. Je vais prendre un exemple un peu plus concret. Le bassin s'élargit, le gras... bien sûr. Bon, là, je vais reparler de la vache, mais le gras intramusculairement parlant entre mieux dans les muscles. Okay. Voilà, c'est comme ça. Et après, c'est vrai que c'est des bêtes qui ont un peu plus de fond, de ce que je... Comment dire, elles sont un peu plus mûres au niveau même de la couleur et du goût, donc c'est hyper important. J'aime bien ce côté fond, moi ce que j'appelle le fond de viande, une couleur un peu plus rouge pourpre, un peu plus tenue, foncée, ou ce qu'on dit avoir de la viande mûre, quoi. Et c'est hyper important. Et en général, donc tu dis elles ont 2 veaux, ça veut dire? Elles ont 4, 5, 6 ans, 5-6 ans on va dire. Mais alors après, il n'y a pas que faut pas se tromper non plus, une bête c'est pas j'ai un bon pré, j'ai des bonnes herbes dans le pré et je fais une bonne bête, hein, même si on a une bonne race.
Ça va plus loin, c'est que le foin doit être parfaitement et ramassé, et séché, et stocké pour l'hiver. Et après, moi, je fais des bêtes chez nous en France, on a une culture qui s'appelle la finition. À contrepartie, les Anglais laissent les bêtes à l'herbe toute leur vie quasiment. Nous, on les finit, c'est-à-dire qu'on les rentre en une sorte de stabulation, mais c'est des grandes surfaces avec bien paillées tous les 2-3 jours. Et on leur donne une recette de finition. Donc là, avec le nutritionniste, la fameuse recette secret. Exactement. J'ai juste vu la betterave, j'ai vu des trucs comme ça. Tourteau de lin. Voilà, tu lâches quelques ingrédients, mais c'est comme la recette de Coca. Non, mais ça a été chaud parce que pour faire un essai, il faut attendre 3 ans minimum. Donc voilà, voire 4. Et donc, à quelques pourcentages près, ça a été long. Attends, parce qu'en fait, du coup, tu nourris et du coup, après, tu finis la bête et donc forcément, c'est qu'à ce moment-là. Alors du coup, c'est une très bonne transition parce que je me pose la question, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la viande ? Le printemps, c'est toujours le meilleur moment de toutes les viandes, puisque le printemps, c'est là où l'herbe, c'est la sève monte, les herbes poussent, le meilleur, voilà, c'est ça. Quelle que soit la saison, le printemps est toujours la meilleure saison. Donc parce que nous on est des néophytes, mais toi tu dois ça, effectivement au goûter de la viande, tu sais dire toi. Non, comme tu sais qu'un peu comme les sommeliers là, qui savent dire. Non, mais après l'avantage qu'il y a justement avec la recette de finition, c'est vrai que mes viandes elles sont affinées et puis toute l'année ils ont quand même des goûts qui vont bien quoi. Ça c'est heureusement. Les gens ils vont pas accepter non plus en tant qu'artisan boucher le mois de mars ou avril la viande a tel goût et puis en octobre-novembre elle a un autre goût quoi. Ça va pas le faire. Je vais pas dire qu'il faut que ce soit linéaire, mais il faut que ce soit quand même... Après, il arrive que des bêtes n'ont pas de goût. Hein. Attention, moi demain matin, je prends la plus belle femme du monde, puis j'ai beau m'appeler Brad Pitt, je fais 4 enfants, il n'y en aura aucun pareil. Quoi. Pas faux. Il y aura, si ça se passe bien, un boucher, un mec qui fait du cinéma, un boulanger, puis si ça se passe très mal dans le 4e, il sera homme politique. Mais bon, en gros, ça donne ça. Quoi. Ça, c'est vraiment le pire. Et on peut les nourrir au gramme près pareil, c'est jamais la même chose. C'est ça. Il faut pas oublier que c'est des bêtes vivantes. Et le vivant, c'est c'est très délicat. Moi, j'impose aussi à mes éleveurs de prendre rendez-vous avec les abattoirs avec qui je travaille, notamment... j'en ai quasiment que 2. Et pourquoi ? Parce que je sais que si c'est l'éleveur qui emmène sa bête lui-même, il va faire attention sur la route. Une bête, elle a jamais pris la route de sa vie. Elle va pas rester 2 jours au chaud dans le camion. Par exemple. Comme on peut voir, quoi. Ouais. Ok, donc justement, c'est la prochaine étape. C'est une bonne transition. L'abattage. Donc effectivement, toi, tu travailles avec 2 abattoirs que tu sélectionnes. C'est ça ? Longtemps, je les connais, oui. Ouais. Ok, une fois qu'ils sont passés à l'abattoir. Non, mais une fois, je me suis mis d'accord avec les directeurs d'abattoir, j'ai été un peu les faire chier. Dans le sens où je voulais de la musique classique dans les bouveries, je voulais des douches tièdes pour les animaux avant d'être abattus, voilà. Ok, et la technique aussi pour, je sais pas, soit les endormir ou machin, non, c'est ça ? Non, elles sont, on appelle ça au matador, c'est comme si on vous met une balle dans la cervelle et terminé, il n'y a pas de... Ok. Voilà, il n'y a pas de... Okay. Tout ce qui est halal et tout ça, chez moi, ça n'existe pas, bien sûr que non. Ouais. Mais en tout cas, musique classique, tiède... Ça, c'est pour justement... Les détendre, quoi. Les détendre au maximum, ouais. Tout ce qui est, par exemple, tu savais, il y a des grandes portes en fer ou des... Comment on peut appeler ça, des... Ouais, une sorte de porte en fer des abattoirs, ça fait un bruit. Moi, quand j'y passais, ça me faisait mal au crâne et aux oreilles. Je me dis que les bêtes, c'est pareil. Donc, je leur ai imposé des mousses pour éviter des grands bruits qui claquent. Quoi. Et tout ça, c'est des détails que les mecs, au début, musique classique, on m'a pris pour un drôle de houstique. Qui c'est ces parisien, là ? Ouais, entre autres, on m'a pris pour un vrai couillon, quoi. Mais, c'est ce petit snobinard de la boucherie. Les industriels, même dans la volaille, le font, quoi. Et pourquoi c'est pas érigé en norme, ça ? Moi j'en sais rien, c'est parce que j'ai eu la chance de voyager grâce à mon métier qui a fait que justement j'ai découvert des choses en Australie, au Japon, en Roumanie, qui font que, en Espagne, qui font que c'est sa propre expérience et puis on avance. Je suis tombée par hasard, quelques jours après que tu as accepté l'interview, sur un truc sur Netflix qui s'appelle Chef's Table. Tu connais ou pas ? Non. La table des chefs. Ouais. Et le premier épisode, je regarde par hasard parce que j'avais envie de la regarder, cette émission, c'était sur un boucher qui s'appelle Dario. Ah, Dario Cecchini, mon pote. Ah, tu connais ? Bah ouais, c'est le plus connu au monde. Incroyable cette émission. Il est dingue ce mec. Je sais pas si tu le connais, donc t'as moins d'intérêt à regarder. Mais par contre, c'était génial. Et j'ai retrouvé des trucs quand même sur le plaisir de faire la table de resto dans la boucherie, avec des tables immenses, avec tous les gens. Et puis alors tu sers le vin dans des verres, pas des verres à pied, des verres de cantine, quoi. Ouais. Et il passe avec son Chianti et tout. Il coupe la carcasse dans la boutique, quoi. Ouais. Il a juste, mec génial. C'est en plus un monument physique. Hein, et le type disait, et je trouve qu'il y avait des
similitudes dans ce que j'ai pu lire. Mais tu vois, il disait qu'on tuait 2 fois la bête si on n'utilisait pas tout dans la bête. Si on fait et mal, que lui disait, moi, si mes clients ils refusent, s'ils mangent que le filet, l'entrecôte, pour moi, c'est tuer 2 fois la bête que de le faire. Enfin voilà. Lui, il a une vraie grosse philosophie, mais il est quand même, c'est quelqu'un de, déjà, je répète, mondialement connu, mais en plus de plus d'expérience parce que plus âgé. J'ai eu l'honneur, le grand honneur, qu'il soit venu avec sa femme et un ou deux de ses enfants ici, manger un bout, discuter. Sérieux ? Ouais, j'adore. Et là, tu connais son histoire de base avant d'être bouché, ce qu'il devait faire ? Du tout. Parce que j'ai trouvé ça génial. En fait, il a eu la malchance de perdre sa maman assez jeune. Donc il avait encore son papa qui était bouché et il commence à faire des études de veto pour être veto. C'était sa passion, être veto. Et son père meurt brutalement. Et du coup, il se retrouve propulsé et il se dit quand même la contradiction. J'ai voulu être veto, c'est-à-dire sauver les bêtes, et mon métier, ça va être de les tuer. Et il a mis vachement de temps à accepter en fait, et c'est là où il a dit ok, je les tue, mais je les tue pour la bonne cause, mais alors par contre je vais en faire quelque chose d'extrêmement noble qui est tu me donnes ta vie et donc je vais en faire le meilleur et je vais régaler les autres. Et en gros à partir de ce moment-là il a dit qu'il s'était réconcilié avec son métier et que le reportage il est canon, franchement et ça donne envie d'y aller. A priori il y a des gens du monde entier qui vont jouer, des japonais, je te dis c'est une vraie star mais grave on était sur un coup là, tout était calé à fin février 2020. On avait un énorme on avait organisé un énorme truc à Lisbonne avec un copain qui a monté une petite boucherie aussi là-bas. Et Dario et moi, on voulait lui donner un coup de main, donc pendant 4 jours, on allait faire, presque 200 couverts par jour. Et puis, le Covid est tombé. Et tout est annulé et reculé, quoi. Bon, mais c'est que partie remise, non ? Ouais, c'est partie remise, mais c'est dommage, ouais. Ah, mais c'est marrant comme quoi le monde est petit. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai voulu voir ça, mais pour le plaisir, quoi. Et boum, le premier épisode, c'est sur le boucher, quoi. Moi, je me dis, tiens, le monde est petit. Il y a 16 ans, 17 ans. J'étais allé en c'est à Panzano, là, c'est ça, c'est à côté de Florence, c'est ça ? Ouais, j'étais allé à Assisi, comment on dit, là, le truc où il y a tous les chrétiens qui y vont, là. Ok. Voilà, et puis j'étais facile à 1h30 de Toscane de lui, et un jour je décide d'y aller, et putain, il fermait la boutique, là. Et il me connaissait pas, lui, bien sûr. Et je lui dis... je suis un gros fan. Moi, j'ai déjà des grandes mains. Putain, il me serre la paluche, il m'écrase la patte. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Et puis, on arrive à échanger 2-3 mots en anglais. Et il me dit Hugo Desnoyers à Paris, machin. Je dis il a réouvert la boutique. Et... C'est vrai. C'était magique, quoi. En plus, en privé, quoi. Ouais, mais voilà, après, on a quand même. Enfin, c'est quelque chose, c'est un métier aussi, c'est une sorte de fraternité, c'est normal. Ouais. Bah, franchement, il avait l'air top. Il est top, ce mec. Ok, donc, tu fais toutes les viandes ou pas ? Non. Qu'est-ce que tu fais pas ? J'ai jamais touché le cheval, par exemple. Ah oui, t'as raison. Pas. Ok. Je peux pas. Ouais, je comprends. Je sais pas, la bête vivante, je la trouve tellement belle, je peux pas. Ouais, ok. Après, le gibier, ça me saoule. J'ai trop chassé gamin, mais voilà, par obligation, donc ça me... Ça te plaît pas ? Non. Ouais. Et sinon, basiquement, on va dire bœuf, veau, agneau, porc, fermier, volaille. Volaille, tout ça. Ouais, ok. Du classique, quoi. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on a fini toutes les étapes ? Non, parce qu'en fait, donc, tu as des champs... après, la maturation. Voilà, exactement. Alors, ça dure combien de temps ? Alors, ça se ça passe dépend comment de l'âge de la bête, comment elle est grassouillette, ça dépend de plein de trucs. Après, ça, c'est un autre métier, on va dire. Dans mon abattoir principal, j'ai, à mes frais encore, monté une chambre froide à part, mais qui est collée, ouverte dans l'abattoir, mais à part. Pourquoi ? Parce que les abattoirs, tous les jours, ils nettoient à grande eau, et moi, je voulais pas ça pour la maturation, ça abîme mes carcasses. Donc, en fait, ils ont ordre, ils le font. Ils sortent toutes mes carcasses une fois la semaine, ils nettoient tout parfaitement, séché parfaitement, remise des carcasses dedans, comme ça. Moi, je fais mes roulements tranquilles. Sur les 2 boutiques, il y a une bonne vingtaine de bêtes à chaque fois en roulement de carcasse. Ouais. Alors, en moyenne, chez moi, c'est 3-4 semaines. Et alors, je me posais toujours une question. Tu sais, on dit toujours il y a cette période de maturation. Mais après, t'achètes ta viande et on te dit au bout de 2 jours, elle est plus bonne. Alors, c'est ça que j'ai jamais réussi à comprendre, en fait. Au bout de 2 jours, tu vois, quand tu vas chez le boucher, tu as le truc emballé et on te dit consomme-le quand même assez rapidement.
Donc en fait, la viande... Tu prends le beefsteak, tu peux y avoir 3-4 jours dans le frigo normal, quoi. Enfin, après, quand c'est maturé, une fois que c'est coupé, elle s'abîme, elle s'altère, elle s'abîme un peu plus vite, c'est normal. Mais bon, c'est pas pour autant que ce soit mauvais. Après, moi, trop maturé, j'aime pas non plus, c'est pas bon. Hein. Alors, et donc, tu as cette période d'affinage. Est-ce que tu as une méthode particulière, là aussi, pour l'affinage après, si, j'ai des petits secrets dans mes frigos, mais ça... Mais ça, même sous l'alcool, même sous la contrainte, je dirais pas, parce que malheureusement, à chaque fois que tu fais un truc, t'es copié, voilà. Mais ouais, j'ai des petits secrets qu'on a appris aussi gamin, donc dans les frigos, disons qu'on fait aussi des choses pour la maturation. Ok, ça marche, nous n'en saurons pas plus. À base d'herbe. Bon, et autre question, tu prends toute la bête ? Non. Ah, ok. Non. Je l'ai fait longtemps, et puis j'étais très embêté avec les colliers et les plats de côte, comme tout le monde. J'ai un zoo qui est à côté d'un de mes abattoirs principal. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal de leur offrir les colliers, les plats de côte, voilà. Et puis c'est comme ça, de toute façon. Vu le travail que ça me fait. Les tigres, ils ont une viande de luxe, quoi. Oui, ça c'est pas. Enfin voilà, tout le monde est content. Et vu le travail que ça me faisait faire pour travailler de la tête aux pieds de l'animal, je préfère ne pas perdre mon temps à ça et faire autre chose, voilà. Mais aujourd'hui, ça se vend plus, les plats de côte, les colliers, ça se vend plus, ouais. À part dans le beefsteak caché, mais voilà. Donc, cette période d'affinage est terminée. Là, pour le coup, la carcasse arrive dans la boucherie. Et là, après, c'est du classique. C'est du classique, ouais. On démonte au fur et à mesure et on sert, on vend, enfin voilà, ouais. Après, c'est vrai qu'il faut... C'est du frais, quoi qu'on veuille, c'est du frais. Donc, gérer du frais, faut avoir l'œil, faut pas se tromper. On perd vite de l'argent. Vous donnez la même bête coupée parfaitement moitié-moitié à deux bouchers différents. Il y en a un qui va sortir 300, 400, 500 euros de plus d'un côté que de l'autre. Vraiment. Parce que tu veux dire du gaspillage à la découpe, c'est ça que tu es en train de dire ? Entre autres, ou mal gérer son stock, son roulement, ou voilà, il y en a qui savent mieux bosser que d'autres. Et alors justement, j'avais une des questions, c'était ça, la gâche. Il y en a beaucoup, comment on l'évite ? La gâche, il y en a beaucoup, non. Le prix final, c'est pour ça aussi que dans des boutiques comme les nôtres, le prix c'est toujours un petit peu élevé. C'est beaucoup de... les gens, ils ont toujours l'impression, des noyers c'est cher, mais bon, déjà je suis pas si cher que ça par rapport à pas mal de collègues parisiens. Et deux, il y a un truc qu'il faut jamais oublier dans le prix, c'est que, j'en reviens à l'humain, c'est que c'est pas que le prix de l'éleveur et le prix de la bête, et tout ce qui va autour. C'est aussi le côté social de mes employés. Moi, je les paye très bien, ils ont 7 semaines de congés payés, ils ont un 13e mois. Donc ça, c'est bien sûr pas moi qui les paie. Moi, mon premier patron, c'est mes clients. Donc, in fine, c'est le client qui paye tout ça. Après, il a l'avantage de voir aussi que dans mes boutiques, le personnel, il tourne très peu, parce qu'ils sont heureux d'être chez nous. Et c'est aussi important pour eux également, je trouve. Et ça, j'ai entendu dire effectivement que le métier de boucher était super demandé. Enfin, tu vois, il y avait peu d'employés finalement, et que c'était la guerre pour avoir des bons bouchers, des bons employés. Et que le critère en fait de fidélité des employés ça passe par le salaire également, c'est normal. Le salaire et puis pas que ça, quoi. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Non, mais ces anciennes périodes où moi j'ai grandi, j'ai failli arrêter le métier, arriver à Paris parce que j'étais mal tombé. Ces anciennes périodes où on paye mal, où on fait des heures, on vous nourrit mal. Moi j'avais une patronne à l'époque quand j'étais à Paris, elle me pesait 125 grammes de beefsteak haché pour manger le soir, quoi. Donc c'est juste des choses pas possibles. Enfin moi j'en ai souffert. Après j'ai fait des maisons où dans des studios on était logés à 3. Et moi j'ai beaucoup d'employés qui sont logés nourris parce qu'ils viennent de province. Je paie des studios à chacun d'entre eux. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Je pourrais mettre 2 gars par studio, ça me coûterait moitié moins. Mais bon, moi je l'ai vécu et quand je voulais recevoir ma copine de l'époque, je pouvais pas, quoi. Ou alors si, j'allais à l'hôtel, mais bon, c'est aussi des frais, donc bon. Et comment tu les sélectionnes, par exemple, ces personnes-là ? Par relation, on est quand même pas mal demandé, connu, donc après, bien sûr, au bout d'une journée, c'est réglé. Hein. J'en ai eu une fois, il a fait 2 heures. Hein. Pourquoi il a pas fait les plus ? Parce que je voyais bien que ça allait pas le faire. Oui, mais c'est quoi les critères ? C'est compliqué à expliquer. Tu sais, quand tu viens avec de la bonne volonté, même si tu connais pas bien ton métier, si tu viens avec de la bonne volonté, il n'y a aucun souci, ça se passera bien. Moi, j'en ai reçu, j'en ai passé beaucoup dans ma vie, des gars, j'en ai aidé 12 à s'installer, et les mecs, ils sont toujours patrons aujourd'hui, quoi. Il y a une vraie bonne raison, c'est tout. Si je peux répondre comme ça. Ouais, tu peux. Tu réponds comme tu veux, d'ailleurs, surtout. Oui. C'est pas moi qui vais te dire quoi répondre. Ça, c'est clair. Ok, voilà, on parle de la bonne viande et tout. Moi, à l'inverse, donc toi, tu sais,
parce que c'est ton métier. Ouais. Et moi, comment je fais pour savoir quand je pousse la porte d'une boucherie? Tu vas chez Desnoyers, comme ça, t'es sûr d'avoir de la bonne viande. Ok, mais si j'habite en province, comment je sais? T'attendras l'année prochaine. C'est quoi ces réponses de politiciens, ça? T'attendras que je remonte mon site internet, parce que voilà. Ok. Ah oui, en fait, t'as fait des études de commerce ou quoi? C'est ça. Ouais, d'accord, ok, bon, on n'aura pas la réponse. Non, mais comment je fais sérieusement? Non, je sais pas. Après, moi, le premier, sans être dans le métier, je passe en province devant un étalage de boucherie. Ben, déjà, ça te donne envie ou pas, quoi. Rien que ça, déjà, c'est déjà un critère, quoi. Après, si on veut se faire comment je pourrais dire, assez rapidement faire une relation. Un boucher, pour moi, c'est comme un coiffeur pour une femme. Il y a une vraie relation de confiance. Et si on a envie de se faire une vraie relation assez rapidement de confiance avec un boucher, où que tu sois en France ou ailleurs d'ailleurs, je pense que la première des choses quand tu rentres et que tu demandes quelque chose, faut pas y aller avec une idée précise. Tu peux dire, bah tiens, moi j'aime bien des morceaux style bavette ou araignée ou machin. Vendez-moi 2-3 beefsteaks de ce que vous avez, mais ce qui va bien, quoi. Et je vais pas rentrer pour dire, je veux absolument une araignée ou absolument une bavette d'aloyau. Si elle est pas assez mûre à ce moment-là, voilà, peut-être qu'il a autre chose et que le mec, s'il comprend, voilà. C'est comme ça, puis de toute façon, c'est comme tout, faut essayer. Ouais, alors ça c'est sûr, mais bon, c'était juste pour savoir s'il y avait un truc, tu vois, qui nous permettait de voir. Ah, moi, je pense déjà l'envie, l'étalage. Ouais. Bon, il y a des petites boutiques de province où il n'y a pas beaucoup de choses à l'étalage, mais même s'il n'y a pas beaucoup grand-chose, on voit si ça vous donne envie. Justement, là, dans les boutiques, est-ce qu'il y a aussi une bonne façon de vendre et de se dire, tu mets des morceaux, tu vois, en avant plus que d'autres? Il y a une technique aussi, ça, parce qu'il faut quand même avoir cette casquette-là, hein, de bon vendeur, de bon... Ça prend au fil et à mesure, c'est l'expérience. Après, j'ai pas le plus bel étalage de Paris, ça c'est sûr, mais j'ai pas le plus moche non plus, donc... Bon, en tout cas, pas de technique particulière. Bon, après, il y a toujours un classement par viande, etc. Ouais, mais... Non. Ouais, est-ce que tu as vu, en 30 ans de métier, une évolution de ce métier-là? Une évolution, je sais pas. Ouais, les bouchers sont venus, grâce aux médias, sont devenus un peu plus stars. Il y en a un paquet maintenant qui sont quand même assez connus, surtout chez nous en France aussi. Ouais. Ça a beaucoup aidé, moi le premier. C'est vrai que le fait d'être passé dans les médias, ça fait venir beaucoup de monde dans ta boutique, il n'y a pas photo. L'évolution après dans le métier pur, il y a des améliorations des abattoirs, il y a des améliorations justement, tout ce qui a été crise de la vache folle, ça a aussi nettoyé pas mal de choses et puis remis un peu l'église au milieu du village sur certaines pratiques qui étaient faites, hein, faire de bouffer de la viande à des vaches, c'était quand même bizarre, quoi. On en était rendu là quand même. Hein. On le savait pas nous de notre côté, non, mais personne. Ouais. Et ça date de quand ça, tu disais? 96 la première, 98 la deuxième. De mémoire, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais plus de repères. Enfin, j'étais grande, je m'en souviens, ça. Enfin, tu vois, j'étais adulte. 98, moi je me rappelle, hein, la deuxième. Et oui, non, parce que toi, tu venais de t'installer. Donc, c'était vraiment pile le mauvais moment, quoi. Ouais. C'est un peu comme les gens couvrent un resto en ce moment avec le Covid, quoi. Alors, et justement, le Covid, ça a un impact ou pas? Moi, la partie restauration, elle est fermée, bien sûr. Après, les gens, comme il n'y a pas de restaurant ouvert, ils commandent, ils viennent beaucoup plus à la boutique et ils commandent un peu plus. Donc, moi, j'avais vu que ça marchait mieux dans la boutique. Le premier confinement, c'était n'importe quoi. Ça a été 8 semaines de Noël d'affilée. Les gens, ils se... c'était de la folie. Ils compensaient, quoi. Ils n'avaient que ça à faire, surtout. Ils étaient bloqués chez eux. Et c'est bien aussi de s'occuper de la cuisine. Je suis persuadé que... ça a redonné des liens familiaux, en tout cas ce qui tourne autour de la cuisine et des recettes. Maintenant, au quotidien, se taper les gamins toute la journée, ça a dû exploser même dans des couples. Je pense que les avocats de divorce, ils n'ont jamais autant bossé aujourd'hui, quoi. C'est pas impossible. Mais après, c'est vrai que nous, au point du boulot pur, on a bossé, ça a été très dur. Ouais, bon, mais tant mieux. Oui, non, mais c'est bien pour les chiffres, c'est sûr, mais faut le vivre. Ouais, faut assumer, tu veux dire, c'est ça. 2 samedis d'affilée, j'ai des gars, j'aurais interdit de prendre leur voiture pour rentrer, hein. J'aurais payé les taxis aller-retour. Hein. Quoi, trop fatigué? Mais ils étaient blancs comme vos papiers, là. On était morts de chez moi. Hein, c'en était dangereux, on était usés. Ouais. Bon, alors justement, là, tu parles des horaires et de l'amplitude. Est-ce que tu peux me raconter une journée type? Alors, pas forcément de toi, parce que t'as 1 milliard de casquettes, mais une journée type, vous savez, les fiches de paie, on est déclaré à 42 heures, les employés chez moi, puis voilà, quoi. Ouais, mais ça ressemble à quoi? Une journée type d'hier, ça a été 4h du matin, 20h non-stop pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Après, ça, c'est moi le patron. Maintenant, les employés, bien sûr que non. Ok, et ces journées-là, elles sont remplies de quoi? De la boucherie, mais il y a... Enfin, tu vois, t'as tellement d'autres projets... Hier, non, c'était que de la boucherie. Que la boucherie. Que de la boucherie. Que de la préparation, de la vente. Non, c'était... Après, c'est le mardi, ça attaque fort. Voilà, des journées type...
Il n'y en a pas, quoi. Bon, en tout cas, elles sont Non, longues, faut quoi. essayer de tout faire. La preuve, on est en train d'échanger. C'est un autre domaine du métier également aujourd'hui. Alors qu'avant, il y a 30 ans en arrière, justement, c'était une évolution, puisqu'il y a 30 ans, On n'aurait pas fait ça. Puis on s'en foutait des bouchers, quoi. Comme les cuisiniers, c'était des cuistots avant. C'était pas des chefs. C'était loin d'être des chefs, ouais. Merci, monsieur Paul. Oui, justement, quelles sont les qualités pour être un bon boucher Vous prenez une photo de Desnoyers Hugo sur Internet, vous dites putain, beau gosse, super efficace, réussite. Un vrai politicien, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, je sais pas. Non, mais si. Non, mais voilà, là, c'est important de comprendre. Les qualités, il faut être abnégation totale, vraiment. Au départ, il faut vraiment y croire. Moi, je me suis retrouvé plein de fois dans la chaufferie en apprentissage, j'allais me cacher pour pigner, pleurer vraiment, parce que c'était dur. Voilà, faut... Quand on aime, on compte pas. Voilà, moi, ça a été ça. C'est un beau résumé. Il faut être courageux. Après, il faut avoir des qualités de commerce. C'est sûr que c'est aussi le côté tellement excitant du métier. Quand vous êtes face à la clientèle et que vous vendez, c'est génial. Moi, je m'éclate encore aujourd'hui. Donc, ça compte. Bien sûr. Ouais, cette partie-là. Moi, tu vois, j'aurais plutôt pensé que ce qui plaisait, c'était l'amont, en fait. Le choix des bêtes, la découpe, le contact. Je l'ai tellement... Vous savez, moi, quand j'ai ouvert, j'étais ouvert du lundi matin au samedi soir. Et le dimanche, je me tapais 60 000 bornes par an pour aller acheter des bêtes. Aujourd'hui, vous me mettez le cul dans la bagnole plus de 2 heures, je pète un câble. Donc ma femme, quand ça nous arrive d'être en France et de descendre en voiture pour aller en vacances, elle s'organise pour faire des étapes de 2h30, 3h s'il y a l'autoroute. Sinon, je supporte plus. Ouais, donc là, le plaisir là, du métier, maintenant, c'est la partie... Ma boutique, les clients, méga. Les restos. Méga. Ouais, les restos, c'est pareil. J'ai cette chance d'avoir des belles relations qui sont faites au fur et à mesure, mais... Non, moi, ce que je préfère aujourd'hui, c'est d'être dans ma boutique et servir mes clients et d'être avec mes gars. Ouais. Et j'allais te poser des questions sur la nécessité de s'associer ou pas, et quelle était. Donc, du coup, à chaque fois, tu as monté tes affaires seul. Ouais, patron, faut quand même être en couple, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Pourquoi ? Parce que la vie, elle est tellement. Patron au boulot, à l'étal, au bio, et entre guillemets, la patronne à la caisse. Et c'est important d'avoir quelqu'un de bien assis à la caisse, bien sûr. C'est hyper important. Okay. Et quand tu montes ta première affaire, c'est quoi ? C'est vachement d'argent à mettre sur la table ? J'en avais pas du tout, moi j'avais même des dettes. Et comment tu fais dans ces cas-là ? Deux anciens patrons, ils m'ont prêté de l'argent. Ah, ça a été eux tes banquiers en fait, du coup, qui t'ont prêté l'argent ? Ouais, ils t'ont aidé à te lancer, ils quoi. Ils m'ont aidé, puis l'argent qu'ils m'ont prêté, je l'ai amené à la banque, et la banque m'a prêté le reste, voilà. Donc c'est eux qui t'ont mis le pied à l'étrier, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi à mes gars après. Mais parce que ça demande du pognon, on est d'accord, parce que t'as la boutique, t'as le stock, t'as... La première, moi, ça m'a pas coûté... C'était une toute petite boutique, ça m'a pas coûté très cher. Maintenant, tu vas pas démarrer à 27 ans et d'acheter la boutique comme t'es là aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'emplacement dans le 16e. J'imagine que c'était... Parce que la première, elle était dans le 14e. 14e, rue Mouton du Vernet, la première. Mouton du Vernet, ouais. Ouais. Ok. Et justement, tu choisis tes emplacements comment et Non, celle-là, c'est parce que j'ai travaillé chez un patron qui était là il y a longtemps avant, et cet emplacement, je le connaissais bien, et la clientèle aussi. Okay. Et il me fallait surtout beaucoup d'espace pour faire le restaurant dans la boucherie. C'est ça mon souci majeur. Aujourd'hui, la deuxième boutique que j'ai dans le 14e, qui est la première, mais que j'ai déplacée quelques années plus tard, je me retrouve dedans, j'ai l'impression d'être une chaussure d'une boîte à chaussures, quoi. Ah ouais, je respire pas, j'ai pas d'espace. Besoin d'espace, quoi. C'est important. Bon, on parle justement des restaurants, en fait. Tu as plein d'activités, en fait, différentes de ce que j'ai pu voir. Tu as écrit des bouquins, tu as ouvert des restos. Dans les restos, j'ai même vu, et je me suis pas trompée, mais un truc qui s'appelle Grillé à la Défense. Ouais, Grillé, c'est mes kebabs de luxe. Ouais. Qui est kebab de luxe, effectivement. Ça, tu peux nous raconter un peu l'idée parce que c'est marrant quand même d'allier la boucherie, tu nous vends le truc où c'est le luxe de la boucherie, et le kebab qui est quand même... Non, mais qui a la réputation d'être le pire du pire de la viande, quoi. On a été élu 2 fois meilleur kebab de Paris. Ouais, mais c'est drôle. Les kebabs, justement, je les fais avec mes veaux de lait, donc c'est pas de la viande de merde, poulet d'Allemagne, congelé ou je sais pas quoi. Non, mais du coup, c'était le pied de nez, quoi. C'était comme ouvrir la première boucherie le 1er avril, quoi. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais non, c'était pas le pied de nez, c'était il y a eu 8-9 ans maintenant en arrière, une soirée de beuverie entre quelques copains, et puis à 3-4 heures du mat, il y en a un qui me dit « Ouais, Hugo, on va faire des hamburgers Desnoyers, machin », puis moi, je dis « Bah non,
pour faire l'hamburger, ça me fait chier, ça me dit rien. Et puis on a continué à picoler, et puis je sais pas, il y a un mec qui a regardé sur internet son téléphone. Il y a 6h du matin. Ouais, je sais plus, mais grave, on avait fait une soirée sévère. Et le mec il regarde et il dit la plus grosse progression à 2 chiffres en Europe en ce moment, c'est les kebabs. Je suis allé. On y va quoi. Et on a le 3e ouvert là, puis comme tout le monde, on est à la ramasse complète avec le Covid. Attends, le 3e point de vente de Bien kebab sûr. Ah ouais, alors j'avais suivi juste celui de la Défense, le premier, donc t'en as 2 autres. à l'angle de la rue Sainte-Anne et rue Saint-Augustin. Le 2e, c'est rue Petit Carreau. Et le 3e, c'est le plus gros, le plus beau, c'est celui de la Défense sur le parvis. Et alors, dans tes restos, c'est quoi vous avez des recettes, des cartes Ici, c'est quoi c'est à la pierre Non, tout simple. Déjà, les gens, quand ils viennent chez nous, à la boucherie, manger au resto normal, côte de bœuf, pavé, côte de veau. Non, c'est là-dessus. Après, on fait, nous, des suggestions tous les jours. Mais en fonction de ce qu'on a, en fonction de... Voilà, mais sinon, les gens... Ils veulent un peu les classiques, quoi. Après, carte des vins d'exception, enfin de dingue, et ça fait que ça marche bien. Ok. Bon, t'as l'air d'avoir des autres d'exception. J'ai même lu un truc où t'avais une soirée avec Jacques Weber. Ouais, on a fait plusieurs. Mais... Qui a clamé de la poésie dans le restaurant. C'est ce que je lisais, ça m'a bien fait. En fait, j'étais allé le voir. Il faisait une petite pièce dans un restaurant qui s'appelait Hugo au bistrot, de Victor Hugo. À la fin, il nous avait dit tiens, reste, j'étais avec ma femme et ma directrice. Il me dit tiens, on mange ensemble et tout. On dîne ensemble avec sa femme, très bien. Et c'est ma directrice, c'est elle qui a eu l'idée à table de lui dire mais putain, tu fais Hugo au bistrot, pourquoi tu fais pas Hugo chez Hugo quoi. L'autre, bingo, quoi. On a fait 4 soirées et la dernière, on a réussi à asseoir 92 personnes comme au théâtre dans la boucherie. Génial. Et il était comme un dingue. D'après ce que j'ai lu, effectivement, il avait génial, il a adoré parce qu'il avait une telle proximité. Le premier public était à 1 mètre de lui. Quoi. Oui, le truc qui vit plus maintenant. On a interdiction, bien sûr. Mais non, mais pas avec le confinement. Je veux dire, lui, il est tellement connu qu'il ne vit plus des petites salles. Quoi. Il s'éclate grave. On s'est revu encore la semaine dernière. Il est venu prendre une commande. Et on en a reparlé. Didier Morville était invité à une soirée. Il veut, pareil, éventuellement faire un truc avec moi et voir avec lui. Tu vois, ça crée quand même des choses sympas. Parce que c'est une rencontre vrai, de 2 mondes différents. Quoi. Moi, c'est un vrai challenge d'être confronté comme ça direct face au public. Il y a une scène, vous êtes à une distance. Il y a une distance, Et puis on est en hauteur. Il y a quelque chose. Alors que là, c'est du live pur et dur, c'est une vraie performance. Bon, en même temps, le public, à mon avis, qui était là, c'était des ultra fans, quoi. Ouais, et puis attention, Jacques Weber, c'est un monstre. Hein. Faut pas rêver. Moi, le premier, waouh, tu prends une claque, hein, t'es impressionné. Le mec, c'est un monsieur. Bon, et dans tes restos, ou même plus globalement, parce que j'ai l'impression que tu cuisines beaucoup, c'est quoi ta recette préférée ? Ou ta viande préférée d'ailleurs ? Est-ce que toi, t'as un morceau, une viande préférée ? Le veau de lait, ouais. Ok. Non, recette préférée, j'adore. Je l'ai mis sur Instagram. Mais tu viens de la poster, la recette. Non, c'est le quasi de veau que je fais avec plein de légumes et au four tout doucement. Ça. Non, moi j'aime bien aussi la vallée du pâtis. Je l'oublie 3 à 4 heures dans le four tout doucement. Un petit à basse température pour pas qu'elle sèche, quoi. J'ai lu également que tu servais tes viandes dans les plus grands restaurants. Tu parles de Pierre Gagnère tout à l'heure. J'ai jamais démarché qui que ce soit. Et tu peux nous dire quel resto par exemple ? Donc tu parles de Pierre Gagnère, Gagnère, l'Astrance, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel. Ça a été Robuchon quand il était encore là, Ducasse beaucoup longtemps, Bristol, Martinez le Louis XIII. Je suis arrivé à Hong Kong, Et ça c'est eux qui viennent à toi. J'ai jamais démarché quelqu'un, tout le monde est venu à nous. Et à l'Élysée, tu peux me raconter que ça s'est fait comment ? C'est quand même ça doit. Voilà, alors c'était une de mes questions. C'était sous quel président ? Ok, sous Chirac. Jacques Chirac, ouais. Et donc c'est le chef cuisinier de l'époque ? Pas du tout. Bernard Vaution, le chef à l'époque. Madame Chirac, je sais pas, un déjeuner au Ritz à l'époque que je fournissais bien sûr. Et Côte de Veau. Et fait appeler le chef qui était Michel Roth et dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, veau de lait de Corrèze de chez vous. Est-ce que je peux avoir le nom du boucher ? Oui. Et l'autre, il m'appelle, il me dit demain matin, Hugo, à 7h, il y aura quelqu'un qui vient. Et là, il y a eu 2 bagnoles arrivées, vite teintées, machin. Un mec que je connaissais pas. Bonjour, Bernard Vaution, chef de l'Élysée. Mais non. Bonjour, monsieur. Enchanté. You're welcome. Et t'as eu l'occasion d'aller dans les cuisines ou pas ? Ouais, plein de fois, ouais. Ils m'ont invité. Puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des très bons clients qui m'ont invité à leur remise de... de la Légion. De la Légion qui était là-bas. Bon, voilà, après... Bon, maintenant, je vais pas vous mentir, j'ai fourni beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais. Les temps changent.
No comment. Moi, nous ne rentrerons pas dans la politique. Non, j'en fais pas d'ailleurs. Ouais. Je suis à politique complet. Une petite tendance quand même à faire des réponses politiques, mais... Ok, bon, tu disais tout à l'heure disons que je suis plus du côté libéraliste que autre chose, quoi. Non, mais ok. Non, mais c'est pas le but du podcast. Ah, c'est pas ça la question. Tu vois, quoi, je manque des... faut vraiment faire des études pour être intelligent dans la vie. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça veut rien dire, ça, je confirme. Tu disais tout à l'heure que t'avais voyagé dans le monde entier, et je sais aussi que t'es super connu au Japon. Alors, les Japonais, ils sont dingues. Ils me font marrer parce que ils sont fans, gros fans de la culture, notamment gastronomique occidentale. Ouais. Surtout chez nous. Ouais. Et alors, comment ça s'est fait et tout Le fait de faire mon travail ici à Paris et puis des rencontres. Moi, toute ma vie, ça a été des rencontres. Alors voilà. Puis un jour, je sais plus, il y avait une journaliste un peu connue qui m'a fait un article dans un journal de là-bas. Ouais. Suite à ça, j'ai eu la NHK qui est venue tourner et suite à ça, j'ai eu un des plus grands. J'ai eu deux choses. Il y a eu un des plus grands journaux du Japon et le Washington Post, ou je sais pas qui il y avait à New York, qui m'ont élu meilleur boucher du monde. Et alors là, ça a été... Ah ouais, donc là... Et quand j'ai ouvert ici, le premier jour dans le 16e, j'avais une dame qui était un peu dans le domaine de ma femme, la guide, qui me connaissait, qui m'avait appelé et réservé et tout. Et quand on a ouvert, il y avait 48 Japonais, un quart devant la boucherie. Non mais... Un truc de dingue. Et là, tu te dis waouh. Mais ils sont assez étonnants, quoi, parce que ils peuvent. Je crois que c'est des gros fans de whisky, et puis très fins, quoi. Ils le font très bien. Maintenant, ça fait partie des meilleurs whisky, mais. Ouais. Moi, quand j'ai ouvert mon resto là-bas à Tokyo, le premier jour, on a dû commencer à 17h. Il y a 42 places. Le plus mauvais jour, on a fait 278 couverts. Il y avait une queue. Mais je n'ai jamais vu. C'était hallucinant. Bon, et dans le même sujet, j'ai lu que tu faisais aussi du consulting. Ça, c'est quoi ça, et qu'est-ce que tu fais en fait Pour qui et qu'est-ce que tu fais Je peux pas tout dire, mais non, parce qu'il y a des choses. J'aide. Il y a des bouchers qui montent des trucs, qui me demandent des conseils. J'ai des groupes qui me demandent des conseils. J'ai des particuliers qui me demandent des prestations, j'ai des choses comme ça. Je fais du conseil pour Gagno, des prestations, des choses dans le genre. Et dans une autre casquette, t'écris des bouquins aussi ? Ouais, j'en ai fait 5. 5 ? Dont un qui a explosé. Lequel ? Morceau choisi, 43 000 exemplaires. Ah ouais. Il y a un truc que tu fais qui fonctionne pas ou... il réfléchit quand même. Non, mais la casquette de papa, je suis pas assez présent. Ouais. Tu prends vachement la parole, enfin j'ai cru voir, sur toute la filière, l'importance... Non mais si, j'avais vu une vidéo que je trouvais intéressante sur la L214, où tu racontais qu'en fait ils faisaient... à la fois ils pouvaient être extrémistes contre les bouchers, et en même temps ils faisaient aussi un job qui était important, qui était celui de la revalorisation de la filière. J'ai eu des problèmes avec eux au départ, longtemps, puis j'ai réussi à avoir... à savoir qui entre guillemets dirigeait entre Sébastien Arzac et Brigitte, je sais plus comment, et j'ai réussi à les rencontrer notamment sur des plateaux TV. J'ai réussi à créer des liens, et puis on a réussi à échanger, à parler pas mal, et puis finalement, moi, vous savez, quand ils montrent des choses qui sont pas très bien dans les abattoirs, tout le monde se crie c'est pas bien, mais si, c'est bien justement. Heureusement il y a des gens comme ça qui montrent ça. Ouais, qui dénoncent, tu veux dire. Exactement, et nous ça nous fait aussi avancer, évoluer. Sinon on fait n'importe quoi. Ouais, mais justement, je trouvais que c'était super intelligent de dire qu'en fait, finalement, vous n'étiez pas contradictoires, vous vouliez la même chose, en fait. Le bien-être animal dans tous les domaines. Tant qu'on ne va pas dans des positions extrémistes, c'est-à-dire L214 égale vegan et machin. C'est pas... j'ai été attaqué de nombreuses fois dans le 14e à la boutique, c'est pas eux qui m'ont attaqué, vraiment, c'est des pires extrémistes que vegan, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. T'as été attaqué de genre quoi? Attaqué... on m'a balancé du faux sang dans la boutique, on m'a écrit assassin en énorme en rouge sur le trottoir de ma bouffe, j'ai eu des trucs. Une fois ils sont venus à 80 avec des photochocs devant un samedi devant la boutique avec des photochocs et des gens qui distribuaient des tracts dans la queue de mes clients, ça a failli partir en baston. Moi je suis pas pour je suis pour la liberté d'expression certes sans problème, mais pas du tout pour le côté violence et vouloir imposer, surtout que en plus c'est des minorités, donc
Tu vois, ce que je trouve bizarre, c'est en fait de te cibler dans la mesure où tu le fais avec le respect de la bête. Ouais, mais non, mais c'est pas ça leur but. Leur but, c'est de cibler quelqu'un qui est dans les médias. Ouais, exactement. Ouais. C'est que tu représentes en fait la filière et donc à ce titre, tu dois être ok. Et ce discours-là, là, que tu là, en l'occurrence en vidéo, est-ce que tu as d'autres initiatives? Je sais pas, est-ce que tu fais partie de comités, de machins, de trucs? Alors là, rien du tout. Et surtout pas. Et on veut me récupérer de partout, et c'est niet, et non, et à chaque fois non. Ouais. Mais vraiment... Tu restes dans ton métier et tu n'iras pas prêcher... Et puis ça ira bien, quoi. Ouais. Qu'on me laisse tranquille. On veut toujours te récupérer, même des politiques et tout, j'en ai eu pléthore, et c'est normal. Okay, mais il faut savoir être malin et dire non. Bon, alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans le métier de boucher? Donc tu l'as dit un peu tout à l'heure, il y a le contact client, servir les plus belles femmes du monde. Ça revient souvent, ça. Tous les jours. Le discours par les femmes. Et servir les plus belles bêtes du monde à mes plus belles clients du monde. Qu'est-ce qui me plaît le plus? J'en sais rien. J'aime bien être dans mon petit monde quand je casse mon agneau, je prépare mon agneau ou mon veau et que après je sers mes clients. Ouais. Ce qui me plaît le plus, c'est la relation humaine, tout simplement. Avec les équipes et avec les clients. Et tes fiertés? Mon fils. Qu'est-ce qu'il fait, ton fils? À l'école, il n'en branle pas une, et puis c'est normal. Et golfeur, voilà. C'est peut-être un peu tôt, mais tu sens qu'il pourrait être intéressé? Par mon métier pur, non, mais à la caisse, je vois bien qu'il a l'âme d'un commerçant. Ouais. Et c'est important pour toi? Ça serait important pour toi de transmettre ou pas? Pas du tout, non. Non, il fera ce qu'il... Non. Il fera ce qu'il Tu feras comme ton père il a fait avec toi. Il fera comme... voilà. Le moment venu, encore un peu tôt, mais le moment venu, il fera comme ce qu'il aura envie de faire. Il a de la chance d'avoir des parents qui ont une certaine aisance financière pour pouvoir l'accompagner ça aide. Dans plusieurs choses. Oui, bien sûr que ça aide, bien sûr. Après, je suis pas millionnaire, mais au moins, il aura le temps de trouver sa voie. Quoi, voilà. À l'inverse, qu'est-ce qui te déplaît dans ce métier? À l'inverse, non. Ce qui me déplaît dans le métier, non, c'est la connerie généralisée, quoi. Qui est un vrai sport national dans mon domaine, ouais. Tu veux dire les gens qui bossent dans ton domaine et qui respectent pas? C'est ça que tu veux dire? Je veux dire les gens Parce que là, c'est très général, là. Les gens qui bossent dans mon domaine et qui sont de la vieille école et qui croient qu'ils ont raison sur tout alors qu'ils sont de l'âge de pierre, quoi. Voilà. Si je pouvais lire dans tes pensées, j'ai l'impression qu'il y a des noms qui viendraient. Ouais, mais parce que je suis... là, c'est bizarre. Je suis Alzheimer, il y a des moments qui se passent comme ça dans les interviews. Bon, tu tombes. Incroyable. Truc bizarre. Ça a été des combats, des choses qui sont... Les gens sont vraiment cons. Tu vois, moi, je rêvais dans mon métier de pouvoir faire le concours du meilleur ouvrier de France, ce qui me paraissait très logique et un vrai challenge pour moi et contre moi, quoi. Enfin, c'est un truc assez costaud, quoi. Et j'ai un boucher, par contre, du coup, très bien intentionné, qui était dans les instances politiques assez importantes, qui m'a appelé un jour, il savait que je voulais m'inscrire et tout, il m'a dit, Hugo, tu sais quoi, perds pas ton temps, parce que jamais, ils te le donneront. Pourquoi? Parce que tu es Hugo Desnoyers. Tu sais, la réussite, dans quel que soit le domaine, tu es toujours jalousé. Peut faire des jaloux. Et même si tu étais le meilleur au concours, ils te le donneront pas. Parce que c'est ces instances qui dirigent et qui nous dirigent. Je dis l'âge de pierre. Et moi, je voudrais revenir aussi sur... est-ce que tu as vécu un échec, un truc que tu referais différemment aujourd'hui, ouais. Et lequel, et si tu as envie d'en parler ou t'acceptes? Quand je me suis séparé au niveau des affaires avec mon ex-femme, je voulais qu'elle parte avec suffisamment, à l'aise en tout cas, au niveau pécunier. Et donc j'ai fait la connerie de vendre mon nom à l'époque à quelqu'un que je croyais ami. Et en fait, je me suis malheureusement vite aperçu que ça n'était pas le cas. Et ça a duré 6 ans après de bataille judiciaire et je viens de gagner là le 30 septembre. Ouais, parce que j'ai lu des trucs dessus, mais je savais pas quelle était la fin de l'histoire en fait. Donc t'as eu gain de cause. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as récupéré? Je récupère mon nom, ma marque. Voilà. Ça a été très 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 douloureux. Ouais, alors j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, effectivement, c'est l'enfer, c'est-à-dire que tu bâtis ton nom pendant 30 ans et en fait on m'a pas mis un couteau sous la gorge pour signer. Hein. Ça, je le referai pas. Hein.
Ouais, alors ce que tu retiens de ça, c'est quoi? C'est pas faire confiance aux potes? Non, non plus, c'est pas ça. Bon, je me suis pris des râteaux aussi, hein, mes affaires, j'ai pas eu que des réussites. J'ai lancé des gens dans la boucherie, ça s'est bien passé. J'ai lancé des personnes en charcuterie, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Une sorte de brasserie, ça m'a coûté beaucoup d'argent. C'est pas que des réussites, faut pas croire. Ouais. On essaie toujours jalonner de ça. Ce que j'en retiens, c'est que quelque part, il y a eu certainement aussi un peu beaucoup d'orgueil, de fierté, d'ego, qui faisait que, hormis la question d'argent, c'était le fait de vouloir réussir à monter quelque chose encore plus costaud, plus grand, plus fort. Je pense que ouais, j'ai dû un peu décoller les pieds du sol. De perdre pied avec la réalité et du coup et finalement du coup de partir trop loin et avec les conséquences que ton nom était utilisé sur des trucs qui ne correspondaient pas à tes valeurs, quoi. Oui, ça non, mais bon, voilà, la vie te rattrape toujours. La philosophie, c'est quoi? C'est d'y aller à son rythme et progressivement pour pas déraper, quoi, c'est ça? C'est pour de faire autrement. Je mets des choses en place maintenant qui sont autres et qui vont, à mon avis, être beaucoup plus... Comment je peux dire ça, ouais, je vais réussir plus facilement ce que je suis en train de mettre en place, en maîtrisant mieux les choses. Ça m'a permis aussi d'avoir de l'expérience dans ce domaine-là, c'est bien. Bah oui, forcément, on apprend, quoi. Ça a été très douloureux. Ça devait être l'enfer, je pense, ça a été l'enfer, de voir tout ce que tu avais bâti, en fait, complètement... J'ai failli... Ouais, ça a été loin, ouais. Ouais, parce que je lisais des trucs où t'en arrivais à des clients qui t'appelaient en disant mais c'est quoi ces produits? Pas qui m'appelaient, des clients qui venaient dans les boutiques, qui venaient demander de se faire rembourser, j'ai eu des trucs... Ouais, j'ai lu aussi qu'il y avait des fournisseurs aussi à toi avec qui tu bosses, qui étaient mal payés et du coup ça t'arrivait de payer toi-même des factures qui ne t'étaient pas destinées, mais pour garder la relation avec des fournisseurs historiques, quoi. Bien sûr. Ça fait mal, ça. Ouais, c'est des détails, ça. Ouais. Bon, en tout cas, t'as eu gain de cause. Bon, alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là, dans ce métier? De faire une solide expérience chez des bons patrons, parce que moi, quand j'étais à Paris, j'ai eu la chance, comme j'étais assez fort quand même, de pouvoir choisir quelque part les maisons où je voulais aller travailler. Ça a été un vrai plus, parce qu'on apprend, moi je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite. Et puis, faut pas oublier chacun doit rester à sa place. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les relations humaines, c'est pas toujours... tant que vous avez des patrons qui sont justes, c'est bon. Quelqu'un qui est pas facile mais juste, ça passe toujours bien. C'est comme un entraîneur d'une équipe de foot. Ouais, c'est dur sur le moment, mais tu sais que t'apprends, quoi. Tu sais que tu progresses, quoi. Bien sûr que c'est dur. Et les champions du monde français, ils sont pas devenus champions du monde par hasard non plus. C'est parce qu'ils avaient un pur talent au départ. C'est monter des équipes, c'est que faut que la sauce prenne, quoi. C'est un don, mais qui est révélé, quoi. Footballeur, Michel Platini à l'époque, il serait pas Michel Platini s'il avait pas eu des joueurs autour de lui qui faisaient une équipe. Alors oui, dans le golf, on est solitaire, dans le tennis, dans plein de choses, mais là non, c'est toujours du travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est super important, tu en parles souvent. C'est super important. Ouais. Et dans ton compte, d'ailleurs, tu mets en avant tes équipes. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de travailler en équipe? Déjà, je suis rien sans eux. Vu ce que je fais comme travail, je peux pas, sans eux, on est rien. Et puis voilà, c'est des gens, par exemple, le confinement de mars, j'ai même moi été très très impressionné de mes équipes. Alors que je connaissais la valeur des gars, on le voit à Noël, quand ça pousse vraiment, ils sont là. Là, je te dis, ça a été 8 semaines de dingue. Les mecs, pendant 8 semaines, ils ont assuré, quoi. J'ai été impressionné, ouais. Il y avait comme si de façon naturelle, la soudure était encore plus forte. De toute façon, c'est dans ces moments-là que tu vois, ça se révèle, quoi. Ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Ça, c'est cool aussi, d'être patron dans ces conditions, bien. Quoi. C'est bien. La preuve, on passe quand même une bonne heure et demie tranquille à pouvoir échanger, alors que... Pendant que les autres, ils sont turbins. Ça va, mais quand même. Bon, est-ce qu'il y a, avant de conclure, est-ce qu'il y a un pan de ton métier là dont on n'a pas parlé et qui te paraît important et tu as envie d'en parler là aujourd'hui? Le pan... je trouve que malheureusement, d'un point de vue politique, j'ai souvent essayé de me battre et j'ai même fait une belle grosse tribune il y a longtemps dans Libération à ce sujet-là, que tout ce qui est dans le domaine de l'apprentissage est très 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 mal valorisé. Et qu'en France, on n'a certainement pas besoin d'autant de bacheliers, mais on a certainement beaucoup plus besoin de personnes qui sortent en boulangerie, cuisine, service, boucherie, charcuterie, pâtissier, voilà. Même couvreur.
C'est des métiers qui sont pas valorisés, alors qu'effectivement, il y a une demande de dingue. Dans la restauration, je sais que c'est une galère sans nom de recruter parce qu'il y a pas assez de monde, quoi. Oui, même, je sais pas, moi, les maçons et tous ces gens-là, mais vraiment. Alors qu'il y a du travail, plombiers, bien sûr. En général, d'ailleurs, on dit que les bons plombiers qui bossent, ils gagnent bien leur vie, ceux qui gèrent bien. Bien sûr, voilà. Donc ça, je trouve ça con parce que quand j'évoque ce sujet-là, c'est moi déjà à l'école, justement quand je suis parti du lycée, j'ai été marqué par une prof de physique qui, devant 32 élèves dans ma classe, m'a défoncé, quoi. M'a pris pour la dernière des merdes de la Terre. T'étais débile parce que tu n'allais pas au bout de ton bac. J'étais surtout la dernière merde de la Terre, devant tous les autres, à 15 ans et demi quand t'es garçon. Super. Et l'autre a fait des études, quoi. Elle était de Laval, donc de chez moi, donc bien sûr, moi, avec ce que je suis devenu, tous les ans, j'étais demandé à l'école d'apprentissage boucherie en Mayenne à Laval pour faire des interventions avec les élèves et tout, où il n'y avait pas que les bouchers, il y avait les boulangers, enfin, voilà. Et bien sûr, je me suis pas gêné pour me replacer mon souvenir. Et comment elle a réagi ? Une fois, elle avait Alzheimer, elle se souvenait plus. Non, elle n'avait pas Alzheimer, non. Une fois, elle m'a croisé elle était à la retraite, elle m'a croisé dans les rues de Laval et elle m'avait fait une réflexion qui était enfin un peu moins conne qu'à l'époque. Comme quoi, elle reconnaissait qu'elle avait peut-être fait une erreur. Oui, bien sûr. Mais c'est juste ce que tu dis, et moi, tu vois, c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est justement de revaloriser tous ces métiers, tu vois. Ça serait bien, mais c'est les politiques aussi, Les politiques, puis relayées aussi par la famille, parce qu'on pousse tous, quelque part, nos gamins à faire des études, fais la voie générale, etc. Et je trouve ça très courageux de la part de parents de dire non, stop, fais un truc qui te plaît, quoi. Fais d'abord par envie, tu vois. Ouais. J'ai croisé, en l'occurrence, c'est mon cousin, mais il a bossé, il est biologiste, et il est devenu scénariste sur les films de Jacques Perrin. Tu sais, Océan, Les peuples migrateurs. Et tu vois, à un moment donné, je lui dis, mais à quel moment, en fait, quand tu faisais tes études de bio, c'était pour faire quel métier ? Il m'a dit, mais je me suis jamais posé cette question. Moi, j'avais fait ces études-là parce qu'en fait, j'aimais ce que j'apprenais. Et je suis allée en université, mais non pas en me disant j'allais faire un métier, et je me souciais pas du débouché. Moi, c'était un lieu de savoir. Moi, je voulais apprendre. Et tu vois, il a fait tout par envie, et il finit sur un métier qui est un métier de passion, qui est un métier génial. Il a fait le tour du monde. Et tu te dis, voilà, en fait, si tu es drivé par l'envie, et la passion, mais c'est l'objet de ce podcast, c'est de se dire tout est possible. Moi, quand j'ai démarré apprenti, jamais j'aurais cru que j'aurais été patron et devenir ce que je suis devenu. Mais bon, après, voilà. Tu vois, je t'ai dit, j'avais rencontré une paludière. Vendredi, je rencontre Amandine, qui est tonnelière. Tu vois, je voudrais rencontrer des ébénistes, tous ces métiers-là, mais dans plein de branches différentes, des métiers de bouche aussi. Gilles Marchal, que j'ai rencontré ce matin, il m'a donné sa carte. Il le sait pas encore, mais je vais aller l'interroger, ça c'est sûr. Génial, ce mec. Donc voilà, génial. Tu vois, et je pense qu'en fait, le point commun de tous les gens, je pense, que je rencontre, et que c'est la passion, quoi. Ils le font par envie. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Avant que je te laisse aller bosser, je t'avais posé une dernière question. Tu sais, le but, c'est qu'à chaque fois, en conclusion, je demande à mes invités de me dire « Débrouille-toi, mais tu me lances un défi pour aller découvrir d'autres métiers. » Moi, j'adore le golf. J'ai rêvé d'être golfeur. Bien sûr, je n'y arriverai pas, mais... Et en plus, ça doit être je sais que de façon individuelle, c'est très, très, très... Ça demande beaucoup, beaucoup d'abnégation. Non, je sais pas, un défi. Donc attends, quoi, un golfeur professionnel, ça veut dire ? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, je connais pas. Ça marche. J'ai te donné un truc ou deux, mais ça c'est un truc qui, d'un côté, ça fait rêver, mais je vois le peu que j'en ai vu. Tous les jours, salle de sport, s'entraîner, machin et tout, mais c'est souvent tout seul. Il faut vraiment avoir envie aussi, quoi. Attends, est-ce que je peux rencontrer Trump ? Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux Le pauvre. C'est un gros golfeur, surtout en ce moment. Donc je vais vraiment trouver un passionné de golf. Après, il y a des métiers, j'en sais rien. Moi, je te dis, j'en rêvais d'être menuisier, je pense. Ouais, tu disais que c'était le contact avec la matière. La matière noble, ouais. Bon, super. Merci, je crois que je vais pouvoir te libérer. C'est super sympa et c'est un super moment. À bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de rentrer dans l'univers gourmand et généreux du métier qu'exerce Hugo. Vous retrouverez en commentaire tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Hugo ou bien de suivre son actualité. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours super plaisir.
Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple. Il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre compte Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!